Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir depuis chez vous. Nous, c'est Lualaba Vérité, une production de Esprit Média TV, une conception de Vira Mwanza Banza Mukishi. Nous disons merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Moi, c'est King Marcel Okito pour vous présenter ce nouveau numéro sur un nouveau plateau spécial Lualaba Vérité. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai avec mes invités et nous allons devoir décortiquer avec eux les sujets que voici. Analyse de la situation socio-économique et sécuritaire dans la province d'Ilualaba. Les analystes sont avec moi, mes invités sont vraiment pas neufs et je pense qu'ils vont bien. Je suis ici à ma droite avec M. Chimenga Ridens, que je salue. M. Chimenga, comment vous allez? Oui, tout va bien. Merci, je pense que vous allez bien. Vous êtes le coordonnateur provincial de la réserve stratégique de la République démocratique du Congo, ici en province. Affirmatif. Merci beaucoup. J'ai à ma gauche M. Menda Lambert, qui est le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise. M. Lambert Menda est avec nous sur ce plateau. C'est lui que je salue en ce moment pour savoir comment il va. M. Lambert, comment vous allez? Bonsoir, tout va bien. Salutations aussi à mes co-débatteurs ainsi qu'aux téléspectateurs. Merci. Monsieur Fanfan Zeng, lui, il est de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ici en province. Monsieur Fanfan Zeng, je vous salue. Je vous salue également. Merci pour la salutation. Merci beaucoup. Nous allons commencer déjà cette émission. Je vous rappelle donc les titres. Nous allons devoir parler de l'analyse de la situation socio-économique et sécuritaire dans la province d'Ilualaba, parce que nous savons très bien que nous sommes une province dont l'économie dépend vraiment des mines. Nous allons devoir discuter sur ce sujet avec mes co-débatteurs ici sur le plateau, mes invités, dont je suis fier. Je pense que nous allons commencer avec M. Chimenga Ridens. Je voudrais savoir votre petite analyse sur la situation socio-économique et sécuritaire dans notre province d'Ilualaba. Merci beaucoup, mon cher frère. Je crois que l'analyse socio-économique, que ce soit ici au Lualaba et même sur l'ensemble du territoire national, il y a des indicateurs qui permettent à ce qu'un analyste économiste, financier ou bien un analyste social puisse cerner l'évolution ou l'état actuel de la situation socio-économique. Et en cela, je dois mentionner que cette analyse est faite en dehors des aspects uniquement financiers ou techniques. Il faut ajouter également la donne sociale. Qui dit donne sociale fait allusion aux infrastructures, au niveau d'accessibilité de soins de santé, l'accès sur le besoin de manière générale des premières nécessités. Des premières nécessités. Et cela me pousse très rapidement en tant que pessimiste et aussi du point de vue de ma structure, parce qu'il faut que je rappelle, la réserve stratégique a cette vision presque panoramique de la situation socio-économique. Quand je vois ce qui est fait jusque-là dans la province, je vois par exemple les infrastructures avec le bitumage de routes bicouches partout, par-ci, par-là. Je vois dans le domaine de santé avec la construction de plusieurs hôpitaux à travers les 5 territoires. Qui constituent la province. Oui. Mais est-ce que les gens ont vraiment accès aux soins de santé? Je crois que cette question est pertinente, mais comment analyser ou bien comment estimer, mesurer justement ces niveaux d'accessibilité ou bien d'accès à la santé? Mais moi, je crois que depuis que je suis là dans la province, je n'ai pas vu grogne où la population scande avec effigie pour dire nous réclamons les soins de santé. Mais non, la population a réclamé il n'y a pas très longtemps la spoliation de la concession de l'hôpital Mwanguejien. On va en parler parce que vous avez frôlé l'option, en fait, les sujets en rapport avec le social. Il semble qu'en province, rien ne marche sur le plan social parce qu'il y a trop de conflits. Ça, il faut le reconnaître. Si vous reconnaissez cela, monsieur.
Je crois que conclure tel que vous le faites serait vraiment Non, je ne conclue pas, mais serait vraiment hasardeux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les niveaux de production, que ce soit dans l'agro-pastoral, que ce soit je parlais exactement de la cohésion sociale. Oui. Il semble que vraiment au Lualaba, Oui. il y a des problèmes. Rien ne marche parce qu'actuellement, on est en train de parler des conflits sociaux. Il y a, maintenant, là, on parle des tribus, il y a des pro-Mouyèges, il y a des pro-Fifi, parce qu'il faut citer... Je crois que ça, c'est l'apologie qui était faite dans un esprit de calcul politique. Pour pouvoir essayer un peu de discréditer surtout les nouveaux leaderships. C'est ce qu'on a entendu au début pour dire que non, vraiment la province est en feu et en flamme. Mais il n'est rien du tout de tout cela. Je crois que au niveau, par exemple, je suivis dernièrement, pour ne citer que le dernier conseil des ministres, où on parle de la situation, l'état du territoire. Je n'ai pas entendu où on stigmatise le fait que là-bas, il y a une exacerbation de conflits ethniques et tout ça. Oui, parce que je crois que ça, il y a des je crois que l'erreur que font certaines personnes ou bien certains individus, c'est penser que la République vont avec eux. Ça veut dire que tant qu'il est en vie, la République vivra. Et tant qu'il n'est pas là, la République ne vivra pas. Donc, ce n'est pas ça. Et même au niveau de la démocratie moderne, on doit savoir comprendre que les hommes passent et les institutions restent. Aujourd'hui, ce qui se passe en province, il faut féliciter. Donc, vous êtes une année de féliciter donc, le leadership actuel avec Mme Fifi Masuka Saïd. Je crois qu'il y a eu beaucoup de projets. D'abord, il faut le souligner, l'implantation de la réserve ici en province est arrivée avec des promesses qui, pour nous, devraient permettre à ce que les choses aillent très rapidement. Mais arriver sur place, la situation n'était pas la même. Il a fallu l'intervention de l'autorité provinciale, Madame le gouverneur, pour que finalement la réserve commence à procéder justement... Monsieur Ridansi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous insinuez? Donc, vous voulez dire qu'avant l'installation, avant donc le départ de Mouyèges, la réserve n'était pas installée ici? Je crois que l'un des débats, s'il faut amener les débats à un certain niveau, il serait préférable, par exemple, de parler plus des idées. Parce que quand je parle de la période de l'installation de votre service, bien sûr, il s'agit bien de la coordination de la réserve, c'était sous base d'une autre promesse, mais concrétisée par les leaderships actuels. Et pour beaucoup, le leadership actuel, il s'agit de quel leadership? Mais le leadership actuel, la province est dirigée par Mme Fifi Masuka. La province est gérée par Mme Fifi Masuka. Je vais revenir à vous. Monsieur Lambert Mende, vous êtes coordonnateur provincial de la nouvelle société civile ici en province. Est-ce que nous pouvons également avoir votre lecture par rapport à notre sujet du jour? Il s'agit bien de l'analyse de la situation socio-économique et sécuritaire dans la province du Lualaba. Merci. Au fait, l'analyse holistique de la situation socio-économique dans la province du Lualaba. Ce dernier temps, oui, nous dirons que nous sentons la volonté du nouveau leadership dans la province. Pourquoi? Parce qu'il y a cette implication, cette volonté de mieux faire et de répondre à la vision du chef de l'État. Donc, quelque part, on n'a pas construit Rome en un seul jour. Donc, tout ce que nous, en tant que société civile, nous pouvons demander à cette population qu'il ne faut pas trop attendre des politiciens. Pourquoi? Parce que l'amélioration des conditions de vie ou l'impact même, ça requiert de toute la population. Parce que nous devons vraiment nous mettre au travail qu'attendre. Voyez-vous? Mais je pense que la population doit attendre des politiciens parce qu'on a promis, par exemple, aux exploitants miniers, les zones artisanales minières qu'on n'a pas, les EA qu'on n'a pas encore. Est-ce que vraiment la population est servie sur ce plan? Nous sommes vraiment
au regret de constater que concernant les EA, les exploitants miniers artisanaux ont dû attendre très longtemps, mais on ne leur a pas donné des EA viables. C'est ça, mais tout ça, c'est le ressort du ministère des Mines, parce que c'est le ministère des Mines, via ses services techniques, qui pouvait octroyer aux exploitants miniers artisanaux des EA viables. Parce que nous sommes en train de parler de la situation socio-économique, bien sûr, et que notre province dépend vraiment presque à 90% de la production minière, notre économie ici. Vous êtes en train de dire que vous voyez la volonté, mais cependant, vous êtes en train de le souligner là que le ministère des Mines, à travers ses services techniques, n'a pas offert jusqu'alors les EA aux artisanats miniers. Qu'est-ce que vous voulez? Pouvez-vous un peu éclairer la lanterne par rapport à cette situation? Vous savez, vous êtes sans ignorer que dans cette province, il y a plusieurs clandestins, donc c'est-à-dire les miniers. Comment ça, les opérateurs miniers se plaignent du fait qu'il y a envahissement de leur site par les exploitants miniers artisanaux clandestins suite au manque de zones d'exploitation artisanale. Voyez-vous? C'est-à-dire, vous donnez aux gens les zones d'exploitation artisanale, là où la minéralisation est au-delà de 30 mètres, et vous leur demandez d'aller creuser. Or, ces endroits pareils pouvaient être octroyés à ceux qui ont des moyens, pas aux gens qui travaillent avec bêche et barre de mine, non. Raison pour laquelle le ministère de Mines a échoué dans ce secteur-là, et raison pour laquelle il y a encore plusieurs soulèvements et aussi beaucoup d'arrestations du fait qu'il y a cette clandestinité des exploitants miniers artisanaux dans des sites qui ne leur appartiennent pas par manque de zones d'exploitation artisanale. Donc, à vous entendre dire, le ministère des Mines a échoué par rapport sur ce plan-là. Le ministère des Mines a échoué lamentablement. Vous voyez sur le point de poids des zones d'exploitation artisanale. Le ministère des Mines a échoué lamentablement. Je l'ai dit. Sous le leadership de Jean-Marie Chizaïnga qui est en train de... Qui est le je l'ai dit et je le confirme, donc c'est-à-dire par rapport à ce que le président de la République a dit que les Lualabé, il est temps qu'ils bénéficient des richesses de leur province. Mais vous êtes en train de parler du nouveau leadership à la tête de la province. C'est seulement Jean-Marie Chizaïnga qui est en train d'échouer, mais ce n'est pas le leadership qui est à la tête de la province. Écoutez, donc c'est-à-dire, il y a d'abord le nouveau leadership que nous saluons dans l'implication. Donc, pour le moment, il faut que toutes les coopératives aient quand même des zones d'exploitation artisanale viables. Nous sentons cette implication, nous voyons la volonté. Mais tandis que dans l'exécution, dans la pratique par rapport à aujourd'hui, donc avant cela, le ministère de Mines, comme je l'ai dit, a échoué lamentablement d'octroyer des zones d'exploitation artisanale. Et raison pour laquelle, comme je vous ai dit, il y a des gens qui vont s'introduire ou s'infiltrer quelque part pour aller chercher des ressources minières dans des concessions privées, et ça leur coûte des vies ou soit des arrestations à conduire même à la prison. Vous voyez. Tout ça, c'est du ressort du ministère de Mines. Une question. Est-ce qu'actuellement, nous pouvons dire que la population du Lualaba est en train de bénéficier du fait de l'exploitation minière ici en province, parce que c'est de la question qu'il s'agit bien sûr? Pour le moment, il y a espoir d'abord de pouvoir redonner la chance à cette frange des exploitants miniers artisanaux de pouvoir recouvrer les zones d'exploitation artisanale viables, du fait que le nouveau leadership est en train de respecter la vision du chef de l'État, qui est celle de pouvoir... Le concept nouveau leadership risque d'échapper à mes téléspectateurs. S'il vous plaît, monsieur Lambert Menda, de quoi est-ce que vous voulez parler exactement quand vous dites le nouveau leadership, Chers journalistes, vous êtes sans ignorer que la province actuellement est gérée par Madame Fifi Masuka. Raison pour laquelle j'ai dit nouveau leadership, c'est ça même que je l'ai dit. Apparemment, la nouvelle société civile est en train de se retrouver, donc de trouver satisfaction dans la nouvelle gestion qui est celle qui a précédé.
La nouvelle société civile dans la nouvelle administration a quand même de la place du fait que il y a longtemps qu'elle était dans les oubliettes du fait de son radicalisme. Parce que nous étions là en train de décrier la mauvaise gestion qui était dans la province. Nous étions en train de décrier tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, on nous traitait vraiment des opposants même, voyez-vous. Mais raison pour laquelle, avec la nouvelle approche... La nouvelle société civile était traitée comme une opposition. On nous traitait d'opposants. Par le fait d'être radical. Oui, parce que comment est-ce que je peux dire, on formulait de demandes d'audience et qu'on nous refusait du fait que nous étions on dénonçait des faits qui ne cadraient pas avec la vision du chef de l'État. Et raison pour laquelle on le faisait. Nous allons y revenir, Monsieur Lambert Menda. Nous rappelons ici que vous êtes le coordonnateur provincial de la nouvelle génération, de la nouvelle société civile congolaise ici au Lualaba. Je suis en train de prendre mon troisième invité qui est à mon extrême gauche. Il s'agit bien de M. Fanfa Zeng, qui est lui de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Monsieur Fanfa Zeng, est-ce que je peux avoir votre analyse sur la situation socio-économique et sécuritaire ici au Lualaba? Merci beaucoup. Je rappelle d'abord que je suis le responsable du service technique de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat. De quoi que vous occupez exactement ici en province? De quoi que nous occupons de la promotion de l'entrepreneuriat. Ah, donc vous vous occupez de la promotion de l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi même nous avons invité. Tous les aspects pris en compte dans l'écosystème entrepreneurial, en tout cas, nous assistons et nous appuyons. Avant de répondre à votre question sur l'analyse socio-économique et tout ça, j'aimerais récupérer ce que mon co-débatteur ici a eu comme question, qui a donné une réponse que j'aimerais compléter. Sur le concept nouveau leadership. Le nouveau leadership est basé sur la vision. Le nouveau leadership est basé sur la mobilisation de ressources en termes des ressources humaines qui accompagnent cette vision. De quelle vision il s'agit, bien sûr? La vision du développement de la province. Aujourd'hui, la province est véritablement le poumon de l'économie de la RDC. Depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps, oui. Mais pourquoi aujourd'hui il y a toutes ces visites que nous assistons? Pourquoi depuis tout ce temps il n'y avait pas? Aujourd'hui, je vais vous apprendre qu'il y a le ministre national en charge des PME et développement des classes moyennes, le ministre d'État. Il est ici en province. Ici en province. Il dort avec nous pour 4 jours. Aujourd'hui, il y a le DG de l'autorité de régulation des marchés des sous-traitances, le secteur privé, pour vulgariser cette loi. C'est justement là où je vais en venir. La loi, elle existe depuis 2017. Nous avons assisté à tout ce que nous avons assisté. 2018, année électorale, ça n'a pas permis aux autres ou à l'ancien leadership. Et qu'est-ce qui ne permettait pas à ce qu'il y ait vraiment l'élan de développement selon vos propres propos? La volonté politique. C'était la volonté politique de la volonté de mieux faire. La volonté de mieux faire. Liège. Oui, la volonté de mieux faire, nous l'avons vu et nous l'assistons à cette volonté et nous allons insister là-dessus parce que les lois, nous en avons. Les principes, nous en avons. Les techniques, nous en avons. C'est seulement pour même la richesse. La richesse. Les compétences, d'ailleurs, je vous l'ai dit, parce que mobiliser les ressources humaines, je vais parler des compétences. Il y en a, mais il faut seulement pousser. Il faut nous dire, mais pourquoi la loi n'est pas respectée ici? Pourquoi? Si vous voulez nous dire pourquoi la loi de la sous-traitance n'est pas respectée jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce qu'exactement, je voulais en venir. Les mesures d'accompagnement. Parce que les jeunes entrepreneurs sont en train de se plaindre, parce que je vois ici les gens comme Axel Chizaouzama, je vois mon ami Don Hubert Mouy, qui sont en train de se plaindre tous les jours, passant des communiqués que non, nous ne sommes pas pris en compte. Tout à fait. Aujourd'hui, je veux les rassurer que toutes les batteries sont mises en marche. Je vous ai dit que le ministre d'État est avec nous, les DG de l'ANADEC est avec nous, les DG de RSP est avec nous. Sont-ils venus par appel de Madame le gouverneur ou sont-ils venus? La politique, c'est le lobbying. Gérer une province, c'est le lobbying. C'est le plaidoyerie. Nous l'avons assisté. On peut bien critiquer toutes les voyages sur Kinshasa, mais l'impulsion de la gestion de la province vient aussi de Kinshasa.
vient aussi de Kinshasa, parce que madame est plus à Kinshasa qu'ici. C'est les résultats qui importent chez nous. C'est les résultats de tous ces déplacements, excusez-moi, qui importent pour nous. Aujourd'hui, nous avons les résultats, nous avons les autorités dans notre province, nous pouvons espérer quelque chose. Voilà, le social marche bien. Le social marche parce bien. Parce qu'il faut dire franchement que les entreprises se créent. Est-ce que le social vraiment marche bien? Mais les entreprises se créent, les entreprises se développent. Je suis dans le monde des entreprises. Mais les Congolais sont en train de souffrir. Ceux-là qui ont créé des petites entreprises, ils n'ont pas de contrat jusqu'alors parce que nous voyons des Chinois, des Indiens aiment même faire ce que les Congolais pouvaient faire. Moi, j'ai vu un Chinois, par exemple, en train de construire, en train de conduire, pendant qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont chauffeurs qui n'ont pas de boulot. Ce n'est pas seulement dans les marchés de la sous-traitance. Les entreprises, c'est dans beaucoup de secteurs. Ceux qui sont dans les commerces, qui nous voient les quincailleries pullulées. Mais on ne sent pas l'accompagnement de l'autorité. C'est ça le problème. L'autorité accompagne par des secteurs, par l'entremise des secteurs, des services techniques comme le nôtre. Je venais de dire que nous sommes en train de sensibiliser, nous sommes en train de former et nous accompagnons. Quand j'ai dit que le nouveau leadership est basé sur la vision, c'est parce qu'il ne faut pas passer à côté de certains objectifs. Vous voulez accompagner les PME qui ne sont pas formées, et les structures sont là. Aujourd'hui, les structures sont reçues et accréditées même, je peux dire, par l'autorité et donner les cutus pour encadrer les petites et moyennes entreprises. Je vais revenir encore à vous. Toutefois, je voudrais ici prendre M. Chimenga Ridens, qui est de la coordination provinciale des réserves stratégiques de la République, qui est un service qui a été installé ici il n'y a pas très longtemps, mais nous voudrions savoir, M. Ridens, est-ce que la vision du chef de l'État est mise en pratique ici en province? Je crois que sans pour autant verser dans les analyses purement politiques, mais bon, il serait aussi tout à fait faux de dire que nous ne nous intéressons pas à la politique. Je veux rappeler une petite histoire pour chuter justement sur votre préoccupation. Vous vous rappelez quand le violon ne s'accordait plus entre le FCC et le cash, la première personne à avoir saisi le courage de dire non, je berce dans la vision du chef de l'État qui était l'Union sacrée, vous vous en doutez, mais ce fut Madame le gouverneur Fifi Masuka. À l'insu de son chef qui est Richard Manguez-Mans. Mais en ce moment-là, le gouverneur est représentant du chef de l'État. Le gouverneur n'a pas la latitude de mettre les considérations politiques avant. Non. Alors, c'est pour dire que si, même par présomption, sans pour autant réfléchir... Et ça, ce n'était pas une trahison. ...actions qu'elle a menées pour concrétiser justement cette vision, je crois que par le fait qu'elle fut la première d'entre le gouverneur ou des autorités politiques, des renoms, à avoir pris le courage de dire non, je reste défenseur de la vision du chef de l'État, c'est déjà un premier élément qu'il faut lui attribuer dans l'actif pour dire qu'est-ce qu'elle met en place la vision du chef de l'État. Deuxièmement, quelle est la deuxième vision du chef de l'État? C'est de changer un peu l'image, la gestion de nos institutions. Je veux vous rappeler une petite différence. Je n'aime pas faire les débats autour des individus. Mais vous vous rappelez, l'IGF a fait 2 rotations ici dans cette province. Quelles étaient les conclusions d'observation de la première mission de l'IGF? Je crois que vous allez donner à nos aimables... Non, c'est pas mal. Nous savons que l'IGF a dit que Nalolaba Ibambongo. C'était l'expression qui était très courante ici. Pour ne pas te paraphraser. Mais la deuxième mission de l'IGF, la province du Lualaba est la première province en termes de mobilisation de ressources. Vous voulez qu'on dise quoi quant à si on doit affirmer ce que le gouverneur met en place sur la vision du chef de l'État? Ça suffit. C'est-à-dire pas le fait qu'elle a augmenté les recettes? Même pas l'augmentation. D'abord, l'assainissement. Parce que l'IGF est très clair au sujet. L'assainissement de quel domaine? De la chaîne de dépenses, des finances publiques. C'est là où il faut aussi féliciter l'équipe du gouvernement provincial en général.
cet accent mis sur l'assainissement, la priorité des dépenses éligibles et non éligibles. C'est ce qui, en premier lieu, arrive à l'augmentation ou bien l'augmentation de finances publiques. Et ça, c'est un mérite aussi du nouveau leadership. Et la vision du chef de l'État, un autre aspect. Le chef de l'État, lors de son passage ici, a demandé qu'il fallait que les populations, mon co-débatteur de la société civile a dit, et en moins de 2 mois, il y a eu un assainissement. Est-ce que ça a eu des retombées, les passages du chef de l'État? Jusqu'alors, la population demande encore, quand il était venu, il nous a promis l'affaire 50-50, mais est-ce que ça a eu des retombées? Vous savez la promesse du chef de l'État ou bien la promesse d'une autorité doit être accompagnée des mesures d'application. Ce n'est pas que le chef de l'État arrive et dit 50-50 et le lendemain matin 55. Non. Je vous donne l'exemple. Mon collègue, mon co-débatteur de l'ANADEC a parlé de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Mais la démarche qui va vers l'accession au marché de la sous-traitance aux entreprises à capitaux, par exemple, 100% congolais. Mais c'est parmi les démarches qui nous amènent vers les 50 pour 50. Parce que quand on dit que dans toute la sous-traitance, on ne retrouve que des... Mais le peuple veut du concret. On reste trop dans les promesses et autres. Monsieur le journaliste, à titre d'exemple, à quoi sert mon service, la réserve stratégique? C'est tout simplement constituer des stocks pour permettre à ce que, dans des situations telles que nous avons vu le Covid-19, ou bien une situation de pénurie où nous n'avons pas fait les importations à fréquence régulière, que la réserve soit en mesure de brandir les réserves que nous avons constituées. Mais tant qu'il n'y a pas eu de crise, ni de pénurie, ni quoi que ce soit, quelqu'un peut se dire, mais nous entendons on parle toujours de la réserve. De la réserve, oui. Mais on ne voit rien. Mais c'est le jour où finalement arrive la pénurie qu'on sera content. Donc vous êtes en train de dire que là, vous êtes en train de constituer une base, donc c'est-à-dire la réserve qui servira au moment de crise. Nous travaillons pour rendre résilient la province du Lualaba contre toute situation, peu importe. C'est ça notre objectif. Parce que la résilience au niveau national est justement la somme de toutes ces résiliences dans toutes les provinces. Ok, merci beaucoup. Je vais revenir à vous bientôt là. Nous allons aborder d'ici là avec vous donc la deuxième partie de cette émission, bien la deuxième séquence de cette émission. Il s'agira bien sûr donc de la question sécuritaire, parce que nous avons dit que notre sujet était d'avoir une analyse socio-économique et sécuritaire dans la province du Lualaba. Monsieur Lambert Mende, je reviens à vous pour vous parler un peu de la sécurité. Est-ce que la sécurité en province, nous pouvons dire vraiment que sur le plan sécuritaire, la population est satisfaite? Vous êtes de la société civile, de la nouvelle société civile. Négatif, nous en tant que membres de la société civile, nous sommes au regret de constater que sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup de cas de vol des hommes. Est-ce que ça continue encore? Parce que nous avons avec uniforme, tout ça, donc en tenue, en uniforme, donc qui continuent à cambrioler les maisons des paisibles citoyens. Mais qui est finalement en train d'échouer sur ces plans? Parce que vous avez dit qu'à la tête de la province, il y a un nouveau leadership que vous avez beaucoup apprécié, vous, en tant que coordonnateur de la société civile ici en province. Mais personnellement, moi, je pense qu'il y a un certain accalmie. D'où est-ce que c'est venu et qu'est-ce qui fait que vous puissiez encore aujourd'hui dire qu'il y a vraiment un échec sur ces plans, les plans sécuritaires? Vous savez, quand vous êtes avec une équipe dont les membres... il y a d'autres membres qui ne partagent pas la même vision que vous. Vous voulez dire que dans l'équipe de la province, il y a d'autres membres qui ne partagent pas la parole avec le même point de vue, qui ne sont pas dans la même longueur d'onde avec... L'équipe gouvernementale jusque-là n'a pas été remaniée. Vous savez vous-même que il y a d'autres ministres qui sont en train de faire... De traîner les pas.
de faire les histoires aux antipodes même de la vision du chef de l'État. Parce que vous voyez, par exemple, le ministère de l'Intérieur. Nous savons que dans cette province ici, il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de moyens. Les moyens, c'est-à-dire la police a le char automobile conséquent qui peut vraiment quadriller toute la ville mais et voir comment... Reconnaissons quand même que depuis un certain temps, il y a quand même de la calmie parce qu'on n'a pas vu encore des gens brûler des pneus pour des raisons de sécurité, on n'a pas vu de quoi depuis un certain moment. Oui, ça nous pouvons le reconnaître, mais je vous dis qu'il n'y a pas une semaine que dans un quartier comme ça, on a essayé de cambrioler et les gens donc, qui étaient en tenue militaires ont fait irruption dans une parcelle des gens, là où ils ont braqué via donc, les fenêtres donc, pour exiger de l'argent. Oui, parce que vous voyez les fenêtres, c'est-à-dire il y a grillage, mais ils pointent l'arme. Donc, comme vous voyez les maisons type du genre, si vous êtes au niveau de la fenêtre, vous voyez déjà qu'il y a le lit là-bas. Alors, directement, il exige au propriétaire de la maison de donner de l'argent. Vous voyez, et tout ça, c'est du ressort du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est-à-dire, on a eu à décrier que non, vous voyez, cette police ici, il faut aussi changer. Donc, il faut faire des mutations. On ne peut pas garder une même police des années et des années dans une même contrée. Pourquoi? Parce que cette police est à coquiner avec la population. Cette police, d'abord, qui n'a pas un camp. La police est dans la population. Vous voyez, c'est ça même le problème. Parce que la police, normalement, doit avoir son camp, là où il y a des policiers qui sont dans leur camp, dès qu'ils ont quitté leur service, ils sont contrôlés. Mais s'ils sont dans la population, vous voyez comment est-ce qu'ils peuvent faire n'importe quoi? Raison pour laquelle nous disons, nous, en tant que société civile, que non, et le ministre de l'Intérieur, tel qu'il est là-bas, il a aussi échoué comme celui des mines. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité dans la province, chers journalistes. Si vous êtes en sécurité, mais je vous ai dit qu'il y a des coins où il y a l'insécurité et c'est une frange de la population qui se plaint. Vous n'allez pas me prendre en isolement parce que je fais partie de la population. Je connais bien le quotidien de l'Olabé. Je voudrais poser une question. Vous, en tant que représentant ici en province donc, de la nouvelle société civile, quelle collaboration y a-t-il entre vous et l'actuel leadership? Parce que c'est vous qui avez aimé ce concept. Donc, Madame Fifi Masuka, moi je préfère citer comme ça l'excellence Madame Fifi Masuka qui est gouverneure de la province. Nous savons que la nouvelle administration quand même a cette volonté de pouvoir collaborer avec nous. Mais... Est-ce qu'on vous écoute, par exemple, sur les plans sécuritaires, par exemple, sur d'autres questions? Est-ce que vous avez déjà fait des propositions concrètes aux membres du gouvernement? Je vais vous étonner qu'on a déjà fait des propositions. Et d'ailleurs, elles rentrent dans cette optique de l'article 37 qui dit que les pouvoirs publics qui collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations, et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. Alors, cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. Là, c'est l'article 37 de la Constitution que nous voulons que Madame gouverneure puisse vraiment l'appliquer, à ce que nous puissions aussi avoir quelques assistances, parce que nous sommes en collaboration. Oui, je profite de votre micro. Je profite de votre micro pour faire cette plaidoirie. Pourquoi? Parce que si l'État veut nous demander des comptes, mais qu'est-ce que l'État fait pour nous? Ou qu'est-ce que l'État fait envers nous? Donc, raison pour laquelle nous demandons s'il y a cette franche collaboration. Il y a une question, bien sûr, ici d'un de nos téléspectateurs qui veut savoir pourquoi il existe autant de formes de société civile. Vous êtes de la nouvelle société civile congolaise, mais pourquoi il y a tant de sociétés civiles pendant qu'il n'y a qu'un seul peuple? Écoutez, nous sommes en démocratie. Le même article, là, 37, dit ceci. La liberté d'association est garantie. On ne refuse pas à personne de s'adhérer à une société civile de son choix. Mais vous savez qu'avant, il y a eu des sociétés civiles qui ont été d'obédience, quoi. Alors, mais d'où peut venir cette question d'obédience? Parce que vous êtes vraiment de la société civile et il n'y a qu'un seul peuple. Comment on en arrive à vous citer dans les obédiences? Et vous, là, vous êtes de quelle obédience? Non, écoutez d'abord,
nous sommes du côté de la vérité. Nous sommes du côté de ceux qui ont le souci d'amener ce peuple vers le développement. Ceux qui ont le souci à ce que ce peuple, quand même, comme on dit, le peuple d'abord, c'est-à-dire que ce peuple puisse jouir des conditions selon la vision même du chef de l'État, comme je peux le dire. Quand on dit État des droits, si les gens n'ont pas accès, par exemple, aux soins de santé, on dira qu'il y a État des droits. Non. C'est-à-dire que les gens doivent jouir de leurs droits. Je peux épingler l'article 58 de la Constitution qui dit que tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Nous voulons que ça puisse se matérialiser. Les textes, nous les avons, mais nous voulons la matérialité. Mais avec la volonté du nouveau leadership à la tête de la province, c'est une mère qui a un cœur. Bon, apparemment, pour vous, ça va maintenant, la province, par rapport au passé. Ça va déjà. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a un changement. Vous circulez seulement dans tout Colosie, vous allez voir que la ville est en train de se métamorphoser. Voyez. La ville est en train de se métamorphoser, bien sûr, vous êtes en train de le dire. Mais il semble qu'on a attaqué beaucoup de chantiers, la population est en train de souffrir. Vous êtes de la société civile. Donc, la population a de quoi vous réclamer. Parce que il semble que vous, maintenant, la société civile est restée maintenant dans les zoologes des autorités, au lieu de réclamer les droits des autorités, de la population. Écoutez, on n'est pas dans les zoologes. Ce qui est fait, on doit le dire. Si on ne le dit pas, soit les amotés mamabé, comme le disent les Quinois. Donc, c'est-à-dire, il y a des histoires qui sont sur le terrain. Vous voulez qu'on dise quel langage? Écoutez d'abord, j'ai dit... Non, il semble qu'on est en train d'attaquer les routes, par exemple. On n'asphalte pas, on laisse un chantier, on commence une autre avenue. Il y a plus de 30 avenues qui sont déjà attaquées, mais pas d'asphalte jusqu'alors. C'est seulement à certains points qu'on est en train de voir. La dernière pluie a fait des dégâts, vous le savez. Dans les termes des infrastructures, vous savez vous-même que la nature de contrat, tous ceux qui ont le contrat dans les infrastructures, je sais qu'ils sont en train de pouvoir faire à la hauteur des attentes de la population. Mais provoquer des chantiers, oui, on a provoqué des chantiers, mais nous en tant que société civile, nous profitons de ce micro pour dire que non, les chantiers qui ont été provoqués, que ça se termine, parce que construire sans terminer, c'est détruire. Mais on ne peut pas quand même reprocher à la volonté qu'il y a de faire mieux, parce que la province a beaucoup de moyens. Ouais. Donc, raison pour laquelle tout ce qui s'est fait... Et la pluie, là, quand vous dites qu'il y a la pluie et qu'il y a débordement, vous avez vu en France, là où il y a vraiment les infrastructures viables, mais il y a eu des inondations. Aux États-Unis, là où il y a des infrastructures viables. Donc, vous ne pouvez pas empêcher la pluie parce qu'on est en train de faire des routes. Non, soyons quand même sérieux. Monsieur Lambert-Menda, merci beaucoup. Nous allons revenir à vous pour prendre d'abord le temps pour nous de prendre d'abord M. Fanfan Zeng, qui est de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat. Monsieur Fanfan Zeng, disons-nous-le, vous êtes en train de soutenir la jeunesse ou bien l'entrepreneuriat par quel mécanisme? Quels sont les mécanismes que vous utilisez pour soutenir l'entrepreneuriat? Merci pour la question. En tout cas, les réponses sont trop simples. Si vous êtes informé, parce que vous êtes journaliste, vous allez suivre. J'y rappelle encore qu'il y a la présence dans la province du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises. La vision du chef de l'État, je reviens d'abord avant de répondre sur le mécanisme. La vision du chef de l'État est de développer la classe moyenne, l'éclosion de la classe moyenne. Alors, l'ANADEC, aujourd'hui, a le privilège, avec les efforts du ministre d'État, qui a développé un programme au niveau national qui a été soumis au gouvernement provincial, adopté même au Conseil des ministres et proposé comme programme national. C'est le programme national pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo. Et l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo est chargée, au fait, d'implémenter ce programme, de mettre en œuvre ce programme. Ce programme est résumé en 3 C. Le premier C, c'est la capacitation. Allez-y, parce que vous n'avez qu'une minute. Capacitation, c'est de rendre capable de développer les compétences des entrepreneurs. Mais effectivement, parce que les entrepreneurs doivent être formés suffisamment.
Parce qu'on a donné des contrats à la volonté. Oui, a donné des contrats à des jeunes combien de contrats nous avons eu sans être bien exécutés? Combien de contrats les jeunes entrepreneurs ont eu et n'ont pas respecté les délais parce qu'ils ne sont pas formés? Combien des entreprises aujourd'hui savent présenter les états financiers parce qu'ils ne sont pas formés? Aujourd'hui, il y a les PADM-PME, c'est un programme de la Banque mondiale qui a disponibilisé 100 millions pour soutenir l'entrepreneuriat. Mais où passent ces sommes-là? Mais justement, mais les Congolais en soi justement aujourd'hui, c'est du concret. Allez voir, tapez sur Internet, vous cherchez. Il y a 4 villes qui ont été bénéficiaires pour la phase pilote. Il y a Lubumbashi, il y a Congo central, il y a Kinshasa. Mais M. Lambert Mende vient de parler tout à l'heure là, des routes qu'on a attaquées. Combien sont-ils des Congolais ou bien des autochtones qui ont bénéficié des contrats? Parce que là, nous voyons seulement des entreprises étrangères bénéficier C'est bien de me poser cette question. Je peux répondre par une question. Combien d'entrepreneurs sont formalisés? Combien d'entrepreneurs sont formés? Combien d'entrepreneurs sont prêts à recevoir de tels marchés? Vous êtes sûr qu'il y a des entrepreneurs comme ça? Vous pouvez m'en citer et nous allons vérifier. Nous recourons parfois à l'expertise étrangère parce que les besoins du développement nous les recommandent, parce que nous devons évoluer, nous devons aller de l'avant. Si vous n'êtes pas formalisé... Mais là, je comprends qui dirait que c'est l'État qui ne fait pas ce qu'il devait faire. C'est-à-dire, tu n'amènes pas tes enfants à l'école, mais quand tu as besoin de services, tu appelles les enfants des voisins pour venir exécuter le travail. L'État a prévu un programme de formation que je vous résume dans le premier C qui est la capacitation. Donc on veut former les jeunes entrepreneurs, c'est ça le premier moyen pour lequel nous pouvons les accompagner. Deuxièmement, c'est la formalisation. C'est la formalisation. Vous devez vous former. Et troisièmement, c'est la recherche des marchés. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, on parle de ces jours ici de la présence de l'autorité de régulation des marchés de sous-traitance dans la province. Nous n'avons plus que quelques minutes. Nous allons commencer avec M. Lambert Menda pour chuter. M. Lambert Menda, quelle sera votre conclusion? Parce que nous avions entendu parler ici du ministère des Mines qui a échoué sa mission. Que proposez-vous concrètement aux autorités de la province, à l'autorité provinciale par rapport à cette situation? Et que diriez-vous par rapport à la situation sécuritaire comme conclusion? Et ça sera votre dernier mot. Merci. Sans pour autant aller par le dos de la cuillère, comme je l'ai dit tantôt, je ne change pas. Donc, c'est-à-dire le ministère des Mines a échoué lamentablement. Vous savez, il y a beaucoup de couacs d'abord dans les services techniques. Vous savez vous-même que si nous allons avec vous, par exemple au SAEMAP, il y a des frais administratifs qui sont perçus mais qu'on ne donne pas des soubassements, vous voyez. Donc on perçoit l'argent et puis on ne donne pas de soubassement. Il y a aussi le problème des cahiers de charges. Est-ce que c'est respecté dans les domaines miniers par rapport aux investisseurs miniers, ceux qui sont en train d'exploiter? Est-ce qu'ils ont des cahiers de charges? Parce que ce sont les cahiers de charges qui permettent à ce que la population puisse se retrouver dans ce secteur. Donc dans la signature du cahier de charges, vraiment il y a des entreprises d'ailleurs plusieurs des entreprises minières qui sont ici ne respectent même pas. Et que fait le ministère des Mines par rapport à cette situation? Le ministère des Mines est resté laxiste. Pourquoi? Parce que, vous savez, en termes de cahier des charges, le ministère des Mines doit être intraitable. Mais nous avons vu un ministère des Mines qui est laxiste, donc, et puis les entreprises minières. Donc, ils profitent de ce laxisme-là pour évoluer, mais au détriment des communautés. Vous savez que... pourquoi est-ce qu'on a une ville de Kolwezi? Parce qu'en son temps, le président Mobutu, paix à son âme, il avait exigé aux multinationales de signer le cahier des charges et de le respecter. Raison pour laquelle est née la ville de Lubumbashi, Kolwezi, Likasi et autres. Mais tandis que de nos jours, voyez, on a un ministère provincial de mines qui laisse les miniers, donc les opérateurs miniers en province, qui ne font rien en termes de cahier des charges de communauté. Raison pour laquelle, vous voyez, on construit un centre hospitalier en préfabriqué. Or, ils prennent nos histoires avec grand bénéfice. Oui, parce qu'effectivement, on est en train de voir les trous grandir, en train d'être puisés des minerais, mais cependant, on ne voit pas grand-chose comme bâtiment. Raison pour laquelle nous, en tant que nouvelle société civile congolaise, nous disons seulement que le ministère de Mines, qu'il démissionne et puis il y a aussi la rétroactivité par rapport à tout ce qu'il a
il a presté. Pourquoi? Parce que, vous savez, la dernière en date, c'est l'affaire des 17 camions qui fait encore le buzz. Donc, c'est-à-dire, on a cité qu'il y a... Ce sont des gens qui se sont un peu camouflés, mais comme la chose, les Quinois les disent, Ebimine en poissa. C'est-à-dire, cette affaire fait encore chronique parce qu'il y a des gens qui sont en prison à cause de ça. Et l'affaire des 17 camions, non parce que vous en parlez. La société civile est-elle vraiment imprégnée de la réalité de cette situation et où en sommes-nous? Tout ce que nous savons, que d'abord les gens là qu'on a mis comme des gérants, ils sont en prison, n'est-ce pas? Et le ministère est en train de suivre, donc c'est-à-dire le ministère national, on suit les dossiers de près parce qu'il faut qu'il y ait des sanctions. Dans ce pays, il y a des gens qui font des histoires, mais on sanctionne seulement ceux qui sont en train de faire des fautes bénignes. Mais tandis que ceux-là qui pillent, qui sont des criminels économiques, sont en liberté. Donc, raison pour laquelle nous appelons même l'IGF de pouvoir venir inspecter dans la gestion des mines ici au Lualaba. Mais depuis un certain temps, le nouveau leadership a créé un service de traçabilité qui est en train de suivre dans ce domaine-là. Et c'est comme ça même qu'on a arrêté les 17 camions. Vous appelez encore l'IGF de venir? Non, écoutez... La province ne fera que venir, l'IGF, comme qui dirait, il n'y a pas d'autre province ici. Non, écoutez, nous saluons cette implantation de services-là de traçabilité. Parce que, vous savez, dans les domaines miniers, il y a vraiment beaucoup d'argent, il y a beaucoup de ressources, comme l'a dit mon co-débatteur. Donc, c'est-à-dire, quelque part, il faut qu'il y ait traçabilité. C'est quelque chose que nous avons salué. Parce que, comme je l'ai dit tantôt dans l'article 58, qui dit que tous les Congolais ont droit de jouir des richesses minières, des richesses nationales plutôt. Donc, c'est-à-dire, ces richesses-là, s'ils ne sont pas traçables, donc quelque part la population est sacrifiée. Raison pour laquelle nous considérons ça comme nous considérons ça comme votre conclusion. Je vais revenir ici à M. Fanfan pour sa conclusion également. M. Fanfan, vous avez 2 minutes pour conclure. Merci. En tout cas, ma conclusion, c'est les encouragements à l'équipe provinciale qui gère la province. Les encouragements parce que nous sentons la volonté politique, la volonté de mieux faire. Nous encourageons de plus. Nous demandons... Est-ce que l'équipe actuelle provinciale est en train d'approcher les jeunes entrepreneurs? Dans mon secteur, je peux vous rassurer sur là que les jeunes entrepreneurs ont été encore... Nous sommes là, la vérité, on va faire des investigations. Aujourd'hui, par le canal, avec le ministre d'État et le ministre Mathieu Kazembe qui était là, ministre Excellence Lydia Kapapa. Donc, les jeunes sont en train d'être rapprochés. Mais seulement, j'insiste sur la volonté politique, sur la volonté de mieux faire et la mobilisation de ces ressources humaines. Même les ministres sont des ressources humaines. Les ministres qui sont emballés aujourd'hui dans la nouvelle vision sont des ressources humaines qu'il faut capitaliser. Les warriors. Il y en a même des warriors. Même au niveau de la province. Même au niveau de la province, nous devons mobiliser des véritables warriors. C'est une façon pour vous d'appeler à un remaniement pour avoir de nouveaux souffles. Ça peut être une solution pour mobiliser encore des ressources humaines. Ça peut être une solution pour mobiliser. Nous, de l'ANADEC, aujourd'hui, nous sommes imposés dans la province. Si ce n'est pas avec l'accompagnement du ministre Kazembe, ça serait vraiment compliqué pour vous. Très compliqué pour nous, très compliqué. Mais aujourd'hui, nous le voyons, comment il s'implique. Aujourd'hui, il était encore avec nous. Aujourd'hui, là, il est encore en train d'insister sur la mise en œuvre du programme Pronadec que ANADEC doit mettre. Mais selon nos investigations, nous, la vérité, nous avons entendu dire par les jeunes entrepreneurs qu'il y a quand même des difficultés à accéder au marché. Et nous espérons bien de vous que vous allez faire encore plus. Ils ont raison de dire ça parce que c'est ce qu'ils ont vécu tout ce temps. Mais à partir de maintenant, les services sont mobilisés, les services sont dans la province. Ils ont des difficultés à approcher l'ARSP, approcher l'ANADEC et consulter les services qui vont vous accompagner. Les lois sont en train d'être vulgarisées. Merci Ils n'auront plus raison. Merci beaucoup. Nous considérons ça comme votre conclusion. Nous allons devoir maintenant ici chiter avec M. Chimenga Ridans, qui lui est coordonnateur provincial de la réserve stratégique de la République ici en province. Monsieur Ridans, quelle sera votre conclusion par rapport à tout ce que nous allons balayer ici comme actualité en province, sur les plans socio-économiques? Je crois qu'aujourd'hui, il y a un défi majeur dans notre pays, surtout dans notre
province, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, avec la transition écologique, nous possédons l'un des minéraux centrales ou bien qui joue un rôle important dans cette transition énergétique. Et les prévisions démontrent d'ailleurs que nous passerons de 280 000 tonnes maintenant en 2020 pour pratiquement, qu'est-ce que je dis, 135 100 tonnes maintenant en 2020 pour atteindre 280 000 tonnes de production pour rien que la filière cobalt. C'est-à-dire qu'il y aura de la bousculade. Mais avec les nouveaux leaderships, nous attendons très souvent parler des chiffres montés. Mais le concret, le panier de la ménagère, est-ce qu'il y a de l'impact là-bas? Le social. Mais j'étais en débat avec quelqu'un sur les paniers. Quel constitue le panier de la ménagère? Le panier de la ménagère, ce n'est pas dit que tant qu'il est plein, c'est ça le panier. Non, ça c'est un sens un peu figuré. Le panier de la ménagère est fait de plusieurs paramètres. Okay? On peut ne pas avoir les paniers pleins, mais nous avons la possibilité d'accéder aux biens vitaux pour la survie à tout moment. On ne parlera pas que le panier de la ménagère est vide. C'est la même chose avec le pouvoir d'achat de la population. Ce n'est pas parce qu'on possède dans sa poche 100 000 francs, parce qu'hier on en avait peut-être 20, qu'aujourd'hui on a 100 000 francs, qu'on constate qu'il y a le pouvoir d'achat. Non, le pouvoir d'achat se constate par rapport à la stabilité du prix et de la valeur monétaire. Et donc, pour continuer avec ma logique, c'est que nous entrons dans une phase où, à la fois, la volonté politique manifeste est là, tous les atouts possibles pour permettre à notre pays de démarrer effectivement sont là. Et donc, je prie pour que les échéances électorales de 2023 ne changent pas l'équipe qui est en train de gagner. Parce que, donc vous estimez vraiment que Fifi Masuka est à la hauteur de la gestion de la province? Je ne table ma réflexion ou mon idée que sur base de ce que j'ai vu et de ce que j'ai constaté. Et je me dis que si nous allons à cette allure, il est fort probable que non seulement que parce que la mobilisation de ressources qui a été sur quoi l'IGF a fait le rapport a permis à ce que le budget, la loi budgétaire 2021 au niveau national quitte de 7 milliards à 8 milliards. Donc ça provient essentiellement du Lualaba. Suivez le rapport de l'IGF. Ils disent le Lualaba, c'est la province numéro 1 et c'est en cette période. Donc, il est fort probable que si nous continuons avec, moi j'appelle ça comme ça, avec cette équipe qui est en train de gagner, il est fort probable que... Mais l'équipe est reprochée par le M. Lambert Menda tout à l'heure, disant qu'il y a des ministères qui ont échoué, notamment le ministère des Mines, parce qu'il n'y a pas de sanctions par rapport aux entreprises qui n'ont pas signé les cahiers de charges et autres. Mais vous êtes en train de parler encore de cette équipe comme vous la qualifiez de l'équipe gagnante. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État, je vais donner l'exemple, le chef de l'État a mis presque 2 ans avant de pouvoir donner maintenant, d'asseoir sa vraie vision. Pourquoi? Parce que les arrangements politiques, les compromis ont fait que il est chef de l'État, mais il devrait composer avec... dans les mariages, et tout ça. Ce n'est pas ça qui l'a empêché aujourd'hui de pouvoir impulser maintenant ce qu'il voulait donner au peuple. Ce que nous vivons aujourd'hui n'a pas été vécu au début de son mandat. C'est comme pour dire que... Est-ce que la province de Lualaba en a souffert? Comment? La province de Lualaba a souffert de ces problèmes-là également. Oui. Rappelez-vous que, par exemple, la libération de tout ce qu'il y a comme quotité dans la redevance minière. Vous pensez qu'il y a les 0,3% issus du chiffre d'affaires des entreprises minières? Il y a même les cahiers des charges, l'enveloppe du cahier des charges qui n'est pas encore activée.
Vous pensez que cette situation est due par le fait du hasard? Non, il s'agit aussi, il y a eu quelques situations politiques autour, notamment le fait que le pouvoir central, qui est pratiquement l'autorité de tutelle, le ministère de Mines, qui est l'autorité de tutelle en ce qui concerne la gestion du secteur minier, n'a pas pu en ce temps-là faire la pression nécessaire. Mais c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. C'est pour vous dire que si aujourd'hui on constate par exemple dans l'équipe gouvernementale en province qu'il y a tel ministère qui semble être pratiquement... ne répond pas aux désiderata de la population. Donnons du temps au temps. Merci beaucoup. Nous considérons ça également comme votre conclusion. Nous vous rappelons que vous étiez en train de suivre Lolaba Vérité qui a été aujourd'hui produit par, comme vous êtes en train de le voir derrière moi, Esprit Média TV, qui a donc facilité, qui a érigé pour nous ces spéciaux plateaux au cours desquels nous avons présenté cette émission avec mes invités dont j'étais dans la joie et le plaisir de les recevoir ici. Je suis en train de dire ici quelque chose. La jeunesse du Lualaba, nous sommes l'avenir du demain. Cette province ne compte que sur nous. Et ces autorités que vous voyez ne comptent que sur nous pour léguer donc la gestion de cette province. Arrêtons d'être manipulés par les autorités, par les politiciens. La manipulation politicienne ne nous aidera à rien. Il est vrai que nous sommes en train de souffrir parce que pendant longtemps, on ne nous a pas donné ce qu'il fallait nous donner. On n'avait pas de travail, c'est pourquoi aujourd'hui on accepte n'importe quoi. Mais avec le nouveau leadership, comme vous l'avez entendu ici, nous avons de l'espoir. La jeunesse, travaillons encore. Nous devons nous distinguer partout. Nous devons nous donner du poids pour que nous puissions mériter mieux. Ce n'est pas parce qu'on nous propose un billet d'avion pour aller à Kinshasa et que nous allons aller pour saper notre province. Ce que nous sommes en train de faire, nous faisons la honte de notre métier, par exemple le journalisme. Un journaliste, c'est quelqu'un qui doit être respecté. C'est un métier noble. On ne peut pas accepter de n'importe quoi parce que tout simplement, on veut mettre un morceau de pain dans notre ventre. Je pense que j'ai dit, je vous remercie. Je me remercie beaucoup Monsieur Bill qui nous a facilité pour la réussite de cette émission. Nous sommes en train de remercier beaucoup Vira Mwanza qui est notre partenaire et notre concepteur de cette émission parce qu'il est Zayaye. Je vous dis bye bye et au prochain numéro. Ciao.